Saviez-vous que le deuxième livre le plus important aux États-Unis est une dystopie ? Bon, il est grand temps de parler de La Grève d'Ayn Rand. C'est difficile à imaginer, mais l'un des livres les plus lus par les États-Uniens est quasiment inconnu en France, et a été écrit par une autrice tout aussi inconnue pour nous. La Grève est un ouvrage très particulier, avec une aura qu'on ne soupçonnerait pas à première vue. Écrit par Ayn Rand, une immigrée soviétique en 1957, et à mi-chemin entre le roman d'anticipation et l'essai de philosophie politique, il est encore aujourd'hui une sorte de passage obligé pour les adolescents américains, comme on lirait Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux. Ce roman et d'autres de cette même autrice sont aussi souvent cités comme ouvrages de référence, voire fondateurs, par des personnalités politiques qui l'ont évidemment tous et toutes lu étant jeunes, surtout du côté de la droite. Maman, est-ce que ce livre n'est pas la Bible des ringards réactionnaires? Si, mais le gars sur la couverture est une tranche de viande vachement sexy. Parce que oui, La Grève est plus ou moins ce qu'on pourrait appeler une dystopie de droite. Elle met en avant une philosophie individualiste, ce que Ayn Rand appelle la vertu d'égoïsme, le libre-échange associé à la libre pensée, et par extension le capitalisme. Mais avant de discuter des messages véhiculés dans La Grève, regardons de quoi ça parle. Le roman se passe dans un futur non daté, mais qui semble plutôt proche. La société américaine va assez mal, mais toujours mieux que bon nombre de pays, notamment en Europe, qui sont devenus des républiques populaires en faillite, et dont les populations sont décrites comme ayant été plus ou moins réduites en esclavage. Dagny Taggart dirige la compagnie de chemin de fer familiale, mais se heurte à bon nombre de difficultés pour maintenir l'entreprise à flot. Les agissements des gens qui l'entourent et les régulations de l'État, de plus en plus présentes, sont un obstacle pour la réussite de l'entreprise et sa réussite personnelle. Les rares personnages qui partagent les valeurs de Dagny, donc qui sont compétents, honnêtes, travailleurs et également dirigeants d'entreprise pour la plupart, disparaissent les uns après les autres sans laisser de traces, souvent après la faillite de leur empire, sous le poids écrasant des réglementations. Il ne reste donc plus que les incompétents, les pillards et les parasites, qui cherchent à taxer toujours plus ceux qui restent et la société est en train de sombrer. We're fine. This is good for business. You know, we're doing great. Attention, à partir de maintenant, il va y avoir du spoil, donc si vous avez prévu de le lire, vous devriez peut-être arrêter la vidéo là. Donc, il se trouve que ces gens compétents sont progressivement recrutés par un dénommé John Galt pour se mettre en grève. Ils partent vivre dans un endroit reculé, une utopie pour entrepreneurs à l'intérieur de la dystopie, et laissent la société livrée à elle-même. En fait, ils estiment que la richesse s'obtient au mérite et non au besoin, que seul celui qui produit est propriétaire de ses bénéfices. Pour eux, toute méthode prétendue légale qui vise à réduire les bénéfices est une méthode de pillard. Et par extension, les taxes et les impôts prélevés par l'État constituent un vol. Ils pensent que, comme Atlas, ils portent le poids du monde sur leurs épaules, mais sans le vouloir. Parce qu'il faut bien que quelqu'un fasse quelque chose et que les autres ne sont que des parasites tapis dans les coins sombres dont on ne sait jamais s'ils vous supplient ou s'ils vous menacent et qui tirent vanité de leur malheur et vous les jettent à la figure comme une vertu, leur seule raison d'être. Des parasites et des pillards donc, des voleurs qui sont jaloux de leur richesse, qui n'aiment pas la réussite. Pour ces raisons, John Galt s'est promis d'arrêter le moteur du monde et la grève des patrons est le moyen d'y parvenir. Moteur! Oh putain, moteur! Dans le monde merveilleux d'Ayn Rand, il y a deux philosophies distinctes qui s'opposent, la bonne et la mauvaise. La bonne, c'est évidemment la sienne et c'est une philosophie individualiste. L'homme n'appartient qu'à lui-même et ne doit vivre que par et pour lui-même. Les personnages principaux adhèrent à ces principes et sont des hommes idéaux guidés par la raison, des génies créateurs qui aiment la vie, qui ne sont préoccupés que par eux-mêmes et par leur œuvre. Sauf que chez Ayn Rand, c'est une bonne chose. Et la mauvaise philosophie, c'est celle du deuxième type de personnage, les pillards. Ils prônent des valeurs altruistes mais à des fins purement égoïstes. Ce sont des hypocrites qui veulent partager le mérite et les bénéfices des héros sans rien faire, soi-disant pour le bien commun, mais en réalité pour pouvoir en réclamer leur part personnelle. Ils considèrent que l'homme devrait passer sa vie à genoux, à supplier qu'on lui pardonne le simple fait d'exister. Et en plus ils sont moches. Parce qu'il faut savoir que les principes philosophiques sont directement incarnés par les personnages du roman au point que tout chez eux, jusqu'à leur apparence physique, reflète leur valeur morale selon les standards d'Ayn Rand, et ça en devient caricatural. Les pillards ont des noms ridicules et sont en général moches, avachis ou n'importe quoi d'autre de dégradant. Les héros sont évidemment aussi beaux, droits et charismatiques qu'ils sont moraux. Et il n'y a pas d'intermédiaire. Chez Rand, tout est soit tout blanc, soit tout noir.
Vous l'avez compris, elle a une vision du monde et des standards très à elle et parfois très surprenants. En particulier, les valeurs qui poussent l'individualisme à l'extrême sont louées dans La Grève et aussi les comportements parfois très discutables qui en découlent. Un personnage abandonne purement et simplement sa famille car ils ne sont pas assez productifs et cette décision est présentée comme extrêmement morale. Pour son propre intérêt, elle ne pouvait pas s'embarrasser de ses boulets. La mort ou le meurtre de certains personnages sont aussi excusés par leur code moral qui n'est pas le bon. Par exemple, un accident de train provoque la mort de tous les passagers, mais c'est expliqué par le fait que tel passager est un sociologue qui défend des valeurs altruistes, tel autre est marié à un fonctionnaire chargé d'appliquer des directives gouvernementales à destination des riches, etc. À la fin, Dagny tue même un homme de sang-froid, mais c'est pas grave parce que cet homme avait prétendu exister sans assumer aucune responsabilité. Hasta la vista, baby. Mais qui était donc Ayn Rand ? Comme dit au début, elle est née en Russie en 1905 et il est fort probable que l'exil temporaire de sa famille et la redistribution de ses propriétés par l'URSS quand elle était jeune l'ait un peu marquée. À 21 ans, elle est partie s'installer aux États-Unis, pays qu'elle connaissait par les films et qui la fascinait. Elle y est restée, a fini par avoir du succès jusqu'à même avoir un groupe d'adeptes, et ce, même après sa mort. Ayn Rand était passionnée de cinéma hollywoodien depuis toute petite. Elle a d'ailleurs écrit elle-même le scénario de l'adaptation de son roman La Source Vive, et a probablement écrit La Grève en réfléchissant à sa version ciné. Et même si c'est pas le cas, le roman se prête tout à fait à une adaptation. Sachant ça, et aussi que beaucoup de personnes influentes à Hollywood adorent ce roman, on s'est rapidement demandé pourquoi n'y a-t-il pas d'adaptation cinématographique de La Grève ? Eh ben, il se trouve qu'il y en a une, et plutôt récente en plus. Juste on la connaît pas, et c'est peut-être pas plus mal. I'll stop the motor of the world. En fait, après de nombreuses tentatives d'adaptation avortées, la Atlas Society, qui promeut les idées de Ayn Rand aux États-Unis, a acquis les droits d'exploitation et n'a rien réussi à en faire pendant 18 ans. Ils ont finalement écrit et tourné une série de 3 films en catastrophe avant l'expiration des droits, et du coup... Le premier film a été un échec critique et commercial. Mauvais acteur, mauvais dialogue, pas ou peu de com', en fait pas grand chose n'allait. Il a rapporté le quart de l'argent qu'il avait coûté et ça s'est répercuté sur les 2 films suivants. La suite avait 2 fois moins de budget et il a encore été divisé par 2 pour le 3e film. Alors certes, on peut pas expliquer leur médiocrité uniquement par des raisons budgétaires, mais ça se ressent quand même quand on regarde la trilogie. Notamment le fait qu'ils ont changé le réalisateur et l'intégralité des acteurs pour chacun des 3 films. C'est parfait. Damn, son. Quant au message véhiculé dans le film, disons qu'il s'éloigne un peu de celui de l'autrice. Le livre présente une morale et des principes à l'origine d'idéologies qui, derrière, engendrent des modes de fonctionnement de société et des systèmes politiques opposés. L'altruisme contre l'individualisme, le collectivisme contre le libéralisme, le communisme contre le capitalisme. Par comparaison, les films ne traitent que de cette dernière partie et sont des critiques plus simplistes du communisme soviétique. Bref, que ce soit sur le fond ou sur la forme, pas sûr qu'Ayn Rand aurait approuvé cette version. Bien sûr, elle détestait le communisme. Pas uniquement parce que c'était le système adopté par l'ennemi, mais bien parce qu'il reposait sur tous les principes qu'elle détestait. Pour elle, les États-Unis ont été le seul pays où la richesse s'acquérait par le travail et non par le pillage, par le commerce et non par la contrainte, le seul dont la monnaie symbolisait le droit de chacun à la liberté de penser, de travailler et de faire ce qu'il voulait de sa vie, le droit au bonheur et à l'accomplissement de soi. La société créée par les grévistes dans le roman est un retour à ça, c'est une utopie capitaliste. L'objectif des grévistes est d'attendre que le système qui corrompt les États-Unis s'effondre définitivement, puis de revenir ensuite pour sauver le pays en mettant en place leur modèle de société où chacun est libre d'y faire ses affaires et d'échanger d'égal à égal le produit de son travail avec d'autres. L'État y aurait un rôle très limité. Comme elle le dit au travers du personnage de John Galt dans un long monologue, un gouvernement légitime a 3 fonctions régaliennes. La police pour protéger ses citoyens des criminels, l'armée pour les protéger des envahisseurs étrangers, et la justice pour protéger leurs propriétés ou contrats et régler les différends en application d'une loi qui s'impose à tous. En d'autres termes, l'État sert de médiateur et de protecteur mais n'a pas à interférer dans les affaires, ni à y prendre part, par exemple en y apportant régulation et prélèvement. D'ailleurs, les héros de La Grève réclament l'abolition des impôts à plusieurs reprises. Ils prenaient aux riches pour donner aux pauvres. Eh bien moi, je prends aux pauvres et je donne aux riches. Ou pour être plus exact, je restitue aux riches qui produisent ce que les pauvres leur ont volé. Ce modèle, et plus globalement les thèses d'Ayn Rand, sont d'ailleurs largement repris par le courant libertarien encore actuellement. Leur idée majeure est que l'individu est pleinement propriétaire de lui-même et des possessions qu'il a légitimement acquis.
Politiquement, ils considèrent que les régulations imposées par l'État sont une entrave à leur capacité à générer du profit, et donc à leur liberté. Ah, j'adore le pognon. Ouais, je sais. Vous vous demandez peut-être, comme nous on se l'est demandé, pourquoi ? Pourquoi ce roman est-il devenu une référence philosophique et politique aux US ? Pourquoi 1300 pages répétitives, caricaturales, avec des monologues pseudo-philosophiques interminables et dont les idées n'imprègnent pas le lecteur par leur clarté, mais par le fait qu'elles sont rabâchées tout du long, au point que ça masquerait presque le fait que tous les soi-disant héros sont d'immenses connards, fonctionnent aussi bien depuis 70 ans ? Déjà, Rand a eu le mérite de passer par la fiction pour illustrer ses idées et ses théories, ce qui rend l'ensemble évidemment beaucoup plus accessible qu'un essai de philosophie. Malgré les désaccords qu'on peut avoir avec ses idées et les défauts manifestes du roman, l'idée est efficace et le résultat cohérent. D'autant plus qu'elle croyait réellement aux principes qu'elle énonce dans le livre, principes qui lui sont propres et qu'elle a passé sa vie à développer et à appliquer. Quant aux raisons de son succès, on peut faire quelques suppositions. La Grève est un roman plutôt percutant, compréhensible et même attrayant, qui propose une approche bien plus d'actualité que bon nombre d'autres philosophies qui sont en général plus anciennes. La philosophie d'Ayn Rand prône un idéal individualiste, atteignable et applicable, et surtout compatible avec la société américaine. C'était d'autant plus vrai à la sortie du livre dans les années 50, où le rejet affiché du communisme allait dans le sens du macartisme, ce qui a sans doute contribué à forger sa légende. Mais la Grève, c'est surtout ce pamphlet de l'individualisme qui nous dit que tout ce qui va mal est la faute des autres, que l'homme ne doit sa réussite qu'à lui-même comme le pensait son autrice, et que son succès ne doit profiter qu'à lui-même. C'est un discours qui marche souvent assez bien, soit parce qu'on est un adolescent qui pense être le centre du monde, soit parce que c'est une explication vachement plus facile à digérer. Soyez heureux, et à bientôt. Pourtant si t'étais payé au mérite, tu dormirais sous les ponts avec ton vieux caniche, ta paillasse et ton livron. Mais le monde est comme il est, plus rien ne tourne rond. Tu vas peut-être gagner les prochaines élections. Je suis résolu à ne pas tolérer l'infiltration communiste, la propagande communiste, la subversion communiste, l'intoxication et le complot communiste qui sapent et qui putréfient tous nos plus précieux fluides corporels.